Qu'est-ce qui arrive que la plupart des projets de la diaspora sur ce genre de domaine, la plupart ça marche pas ou c'est des problématiques qui arrivent? C'est quoi la vraie raison pour vous? Il y a beaucoup de crises de confiance des gens de la diaspora par rapport aux entreprises locales. Les gens de la diaspora pensent que recruter une entreprise pour faire un travail va coûter cher. On a toujours un frère quelque part qui sait faire un travail de maçonnerie et on va faire confiance à son frère. Seulement, si votre frère mange votre argent, vous ne pouvez pas le mettre en prison. Chez nous, en Afrique, c'est difficile. Vous allez vous entendre en famille. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font souvent à la diaspora pour limiter la crise de confiance? Ils préfèrent arriver pendant ses congés de 2 mois en Afrique. Il accélère ses travaux et après, il part. Quand il part, il bloque. Parce que quand vous allez prendre une entreprise, vous allez devoir payer au prix de l'entreprise. Et très souvent, eux, ils se disent que c'est cher. Des moments où des personnes de la diaspora, donc comme vous le dites, ils ont l'argent, mais le fait de ne pas passer par des structures professionnelles, donc passant par la famille et autres, ils se retrouvent dans des projets où ils avaient de l'argent, mais le fait de passer par la famille qui, eux, ne sont pas professionnels, donc n'ont pas tous ces outils de mécanismes de suivi, de rigueur, donc ça les conduit à des échecs, alors qu'ils avaient l'argent pour le projet. La vérité, c'est qu'ils se retrouvent à prendre des professionnels, des gars, en fait, des gens de leur famille, mais le montant qu'une entreprise pourrait fixer pour un projet se retrouve en train de dépenser plus tard parce qu'une maison qu'on construit on casse parce qu'il y a eu des malfaçons va coûter encore plus cher que lorsqu'il va prendre quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Les prix ne seront plus pareils. Si vous avez déjà travaillé avec des personnes, que ce soit de la diaspora, qui ignorent ces étapes-là, qui ne mettent pas en place, quels sont vos points de vue par rapport à ça déjà? On va dire qu'il existe plusieurs types de personnes de la diaspora en fonction de projets. Quelqu'un veut construire sa maison, il trouve souvent que c'est cher de prendre une mission de contrôle. Il faut un peu d'économie là-bas. Il passe d'étape par étape, un peu, il commence l'étude, après il va faire la fondation, il va patienter 5 mois, il va avoir un peu d'argent. Or, quand vous prenez une mission de contrôle, elle s'attend à ce que vous ayez un peu plus loin. Parce que là-bas, l'énergie qui est déployée dans une mission de contrôle, avec les procédures que nous avons, c'est une énergie qui doit nous amener très loin. Ce n'est pas que pour nous arrêter peut-être à la fondation. Sauf si vous prenez un contrôleur indépendant. Ça veut dire qu'il va se charger, il sera seul peut-être sur votre chantier, mais il va appliquer une autre méthode un peu plus douce que nous allons mettre sur pied. Mais quand c'est un gros projet, si c'est quelqu'un, si le type de la diaspora qui vient avec un projet, parce qu'il y en a qui viennent avec de gros projets, construction d'hôtels, aménagement de sites touristiques et tout cela, ils devraient pouvoir se doter d'une mission de contrôle pointue. Maintenant, comme eux, ils ont d'abord commencé à construire leur maison ici, sans mission de contrôle, quand ils entrent dans ce genre de projet, ils entrent avec le même esprit. Ouais. Et c'est pas... Ouais. Et c'est là les problèmes C'est là où commencent ça parce bloque. que ça arrive, il y a beaucoup de conséquences par la suite, suite à ça. Aujourd'hui, vous avez des clients de la diaspora déjà. Qu'est-ce qui arrive que la plupart des projets de la diaspora sur ce genre de domaine, la plupart ça marche pas ou c'est des problématiques qui arrivent? C'est quoi la vraie raison pour vous? Il y a beaucoup de crises de confiance des gens de la diaspora par rapport aux entreprises locales. Les gens de la diaspora pensent que recruter une entreprise pour faire un travail va coûter cher. On a toujours un frère quelque part qui sait faire un travail de maçonnerie et on va faire confiance à son frère. Seulement, si votre frère mange votre argent, vous ne pouvez pas le mettre en prison. Chez nous, en Afrique, c'est difficile. Vous allez vous entendre en famille. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font souvent à la diaspora pour limiter la crise de confiance? Ils préfèrent arriver pendant ses congés de 2 mois en Afrique. Il accélère ses travaux et après, il part. Quand il part, il bloque. Parce que quand vous allez prendre une entreprise, vous allez devoir payer au prix de l'entreprise. Et très souvent, eux, ils se disent que c'est cher. Et même, il a dit des moments où des personnes de la diaspora, donc comme vous le dites, ils ont l'argent, mais le fait de ne pas passer par des structures professionnelles, donc passant par la famille et autres, ils se retrouvent dans des projets où ils avaient de l'argent, mais le fait de passer par la famille qui, eux, ne sont pas professionnels, donc n'ont pas tous ces outils de mécanismes de suivi, de rigueur, donc ça les conduit à des échecs, alors qu'ils avaient l'argent pour le projet. La vérité, c'est qu'ils se retrouvent à prendre des professionnels, des gars, en fait, des gens de leur famille, mais le montant qu'une entreprise pourrait fixer pour un projet se retrouve en train de dépenser plus tard parce qu'une maison qu'on construit on casse parce qu'il y a eu des malfaçons va coûter encore plus cher que lorsqu'il va prendre quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Les prix ne seront plus pareils parce qu'il va falloir faire une reprise en sous-œuvre. Il aura déjà perdu en matériaux, en argent peut-être qu'il a dû donner pour des main-d'œuvre. Il se retrouve en train de payer le montant peut-être 2 fois plus. C'est cette erreur-là que si nous pouvons combler ça chez
fait, à lever le doute, ce doute-là, parce qu'ils pensent qu'on est trop cher. Et pourtant, lorsque on vous vend de la qualité, moi, je privilégie la qualité que du moins cher, en fait. La plupart des personnes ne savent même pas où trouver des entreprises sérieuses. Voilà. Parce que peut-être, je prendrai l'exemple de prestataires d'Afrique. Aujourd'hui, vous êtes une plateforme qui met en relation des entreprises et des particuliers, des clients qui voudraient bien construire au Cameroun, partout en Afrique. Déjà, vous n'allez pas trouver cette plateforme un peu de partout si on ne vous renseigne pas, si on ne vous dit pas exactement comment est-ce qu'il faut marcher. Et eux aussi, beaucoup de particuliers ne font pas des recherches pour pouvoir trouver une entreprise, l'appellent un intelligent. Trouve-moi un technicien qui va me faire tel. Et puis, ils se retrouvent parfois dans des galères. Donc, moi, je pense que ils ne savent pas où trouver des entreprises. C'est ça qui crée le manque de confiance. En fait. Le plus souvent, on pense que ça n'existe pas, les entreprises professionnelles qui ont autant de rigueur, comme vous le dites ici. Et parfois, nous-mêmes, en interviewant beaucoup de professionnels, on est choqués d'apprendre l'expertise qu'il y a. Parce que quand on est là, on n'a aucune idée de ces experts-là qui sont au pays, parce qu'on ne sait pas où les trouver, ils sont invisibilisés. Du coup, le plus souvent, on choisit la facilité. Tu discutes avec ta famille, elle va te dire, non, t'inquiète, je connais telle personne dans le quartier qui connaît tel, bouche à oreille. Et après, derrière, les choses sont mal faites, donc tu perds ton argent, ton énergie, tu es découragé, tu n'as plus aucune motivation. Vraiment, c'est dans ce sens, la Prestataire Africa essaie d'être vraiment ce pont-là entre ces personnes qui ont ces besoins et ces entreprises qui sont en Afrique, qui sont spécialisées, professionnelles dans leur domaine. Il ne faut surtout pas improviser. La réussite d'un projet, ce n'est pas un hasard. Les petits détails sur le site, sur le terrain, les petits manquements, ça peut être corrigé. Mais dans l'ensemble, il ne faut pas négliger ça. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Il n'y a pas de hasard. C'est chirurgical. Les professionnels comme vous aujourd'hui, vous avez des outils. Vous avez des outils pour suivre les chantiers. Quelles conséquences la diaspora peut avoir s'il passe par la famille? L'échec de son projet, parce que lorsque vous n'utilisez pas les bons outils, je ne pense pas que le projet va réussir. Parce que la plupart des personnes se lancent dans des projets justement sans utiliser ces outils. Et des entreprises aujourd'hui naissent avec des méthodes et des outils pour pouvoir réaliser. C'est pas au niveau même du coût, parce que lorsque vous consultez une entreprise, on fait un prix en fonction de ce que vous voulez et maintenant on peut trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire vous changez vos idées en fonction du prix qu'on propose pour ce qui va avec. Vous voulez faire une maison R+2 et que vous avez l'argent d'un R+1, on va vous proposer de faire un R+1 parce qu'on ne peut pas vous faire un R+2 au prix que vous voulez. Ce sont ces discussions-là que certains particuliers parfois évitent ou alors ne connaissent pas qu'on peut proposer ça. Il y a parfois aussi, vous n'avez pas l'idée même de la construction que vous voulez. Vous pouvez venir dans une entreprise comme la nôtre, on vous propose des plans en fonction du relief de votre terrain, en fonction. Il y a beaucoup de choses que certains particuliers ne prennent pas en compte et se retrouvent dans des pertes. Ce sont des pertes en temps et des pertes en investissement. Oui, c'est vrai. Mais du coup, supposons maintenant que quelqu'un décide de passer par une structure professionnelle pour l'accompagner dans la réalisation de son projet. Donc, c'est très difficile à distance. Quelles exigences lui devrait imposer à l'entreprise qui fait son projet pour pouvoir avoir un suivi de son projet? Bon, et sur Hotsen, on monte des outils pour pouvoir contrôler les moindres tâches. Si quelqu'un est de la diaspora, en fait, qui veut construire un R+, un projet au Cameroun en particulier, on va concevoir un outil qui va lui permettre de contrôler depuis les premières étapes. Ils vont être soit des études, il peut les refaire, on va dire ça comment, il peut appeler une contre-expertise peut-être pour refaire les notes de calcul, pour vérifier les notes de calcul que nous avions fait sont correctes en fonction de la capacité portante de son sol. Maintenant, ils peuvent toujours faire une contre-expertise. Néanmoins, si on se base sur ce que nous avons fait, on transmet lors des phases de réalisation. Nous pouvons lui monter un programme qui va lui permettre de contrôler B à bas chaque étape journalière, chaque étape en fonction de nos avancements. Donc, il sera chez lui, il pourra juste regarder dans son rétro, en fait, soit dans le programme qu'on va lui faire monter, soit dans son rétro-planning pour voir exactement quelles sont les tâches qu'on a actualisées jour par jour. Nous avons la capacité là parce que déjà nous travaillons avec des Français comme le PDG vous a dit, pour une chocolaterie. On avait jusqu'à présent la charge de monter un programme qui permettra de contrôler la fève depuis le champ jusqu'à la transformation à l'usine et jusqu'à la vente du chocolat en France. Donc nous avons ces outils-là, on a la capacité de monter ces outils-là
Et ces outils, c'est quoi? permettre C'est des Excel, c'est des rapports, c'est des fiches, c'est une plateforme, c'est quoi? Le client a le droit d'exiger à l'entreprise, à nous qui faisons la mission de contrôle, un certain nombre de choses. Parce que le client passe la commande et nous avons les livrables. Une mission de contrôle a les livrables. En dehors du travail physique qui est fait sur le terrain, le client a, s'il veut, savoir les ingénieurs avec lesquels la mission de contrôle va travailler. Il peut demander les ingénieurs assermentés que nous avons et aux membres des différents ordres, que ce soit l'ordre des architectes ou l'ordre des ingénieurs. Il a le droit d'avoir ses rapports, oui. Il a le droit, comme M. Warren disait, de contre-expertiser. Il a le droit d'auditer nos procédures. Parce que nos procédures, lorsqu'on les monte, on les lui soumet au client. Il peut prendre ses procédures, il est libre d'aller contre-expertiser ses procédures et on peut venir sur la table, on essaie de voir cet élément, sinon je voudrais que vous le fassiez plutôt comme ça. Parce qu'il faut qu'on vous le dise, il y a des clients aussi experts dans les projets qui peuvent nous appeler pour nous confier des projets ici, là, qu'ils auraient eux-mêmes voulu être là. Ils comprennent mieux ça, il y en a qui comprennent mieux ces projets. Il y a beaucoup de choses que le client attend de la mission de contrôle, ce sont des livrables, c'est obligé que nous le lui transmettons. Ça, c'est d'un. Ok. Maintenant, concernant nos procédures, nous avons travaillé dans le cadre de COCAM à Douala. Nous avons mis sur pied des manuels de procédure du type de fonctionnement. C'est-à-dire, nous avons défini un cadre avec notre expert en projet qui n'est pas là aujourd'hui. Il est dans un projet où il a mis sur pied une procédure qui a obtenu une certification ISO 1001-2025. Vous voyez un peu? Ok. Oui. Donc, nous avons ces outils de fonctionnement en dehors du travail de réalisation. Nous pouvons intervenir dans une entreprise pour mettre sur pied un manuel de procédure, des manuels de gestion, un système de contrôle de gestion, un ensemble d'éléments qui peuvent permettre le bon fonctionnement de l'entreprise.